George Harrison, le Beatle silencieux, son amertume silencieuse aujourd'hui. On va plonger dans une histoire fascinante, celle de George Harrison, le Beatle silencieux. Un homme dont le calme discret cachait une amertume profonde, forgé au cœur de l'un des groupes les plus emblématiques de l'histoire, les Beatles. George n'était pas du genre à crier, à faire des scènes ou à chercher la lumière des projecteurs. Pourtant, derrière son regard paisible et ses mélodies envoûtantes, il portait une frustration qui a marqué sa vie, en particulier dans sa relation avec un autre Beatle, Paul McCartney. De leur rencontre dans un bus scolaire à Liverpool à une réconciliation fragile à la fin de sa vie, l'histoire de George est celle d'une admiration devenue rancune, d'une créativité étouffée qui a fini par exploser, et d'un homme qui a trouvé la paix dans la musique et la spiritualité. Dans cette vidéo, on va explorer son parcours, ses luttes, ses triomphes et la tension qu'il a liée à Paul pendant des décennies. Alors, prenez un café, installez-vous confortablement et embarquez avec nous dans ce voyage à travers la vie de George Harrison. Et restez jusqu'à la fin, car je vous révélerai une anecdote méconnue sur sa dernière rencontre avec Paul. Prêt? C'est parti. Les débuts et la formation d'un lien fraternel. Pour comprendre George Harrison et son histoire avec les Beatles, il faut remonter à Liverpool, dans les années 1950, une ville ouvrière où les rêves de gloire musicale semblaient presque inconcevables. Né le 25 février 1943, George était le plus jeune de 4 enfants dans une famille modeste. Son père, Harold, était receveur d'autobus, un métier stable mais peu glamour, tandis que sa mère, Louise, était une femme passionnée par la musique. Louise chantait souvent à la maison, et pendant sa grossesse, elle écoutait Radio India, espérant que le son mystique du sitar et des tablas apaiserait son futur bébé. Cette influence précoce allait planter les graines de l'amour de George pour la musique indienne, un élément qui définirait plus tard son identité artistique. À l'adolescence, George était un garçon timide, discret, mais obsédé par la musique. À la Liverpool Institute High School for Boys, il passait plus de temps à dessiner des guitares dans ses cahiers qu'à écouter ses professeurs. En 1956, la découverte de Heartbreak Hotel d'Elvis Presley changea tout. Cette chanson, avec son énergie brute et son charisme rebelle, alluma une flamme en lui. Comme des milliers d'autres jeunes britanniques, George fut emporté par la vague du skiffle, un style musical simple et accessible qui mélangeait folk, blues et rock'n'roll. Avec son frère aîné et quelques amis, il forma un petit groupe, jouant dans des caves et des fêtes locales. Mais le véritable tournant de sa vie arriva dans un bus scolaire lorsqu'il rencontra Paul McCartney. Paul, de 2 ans son aîné, était tout ce que George n'était pas, confiant, charismatique et déjà immergé dans le monde de la musique. Paul était proche d'un autre garçon, John Lennon, un leader naturel avec une attitude provocante. Dans ce bus brinque-ballant de Liverpool, George et Paul se lièrent rapidement grâce à leur passion commune pour le rock'n'roll. Ils passaient des heures à échanger des disques, à apprendre des accords et à rêver de devenir des stars. Pour George, qui manquait de confiance en lui, Paul était magnétique. Il représentait une porte d'entrée vers un monde plus grand, un modèle à suivre. Leur amitié naissante avait quelque chose de fraternel. Paul, le grand frère audacieux, et George, le cadet admiratif, prêt à absorber tout ce qu'il pouvait apprendre. En 1958, Paul décida de présenter George à John Lennon, qui dirigeait un groupe appelé The Quarrymen. John, alors âgé de 17 ans, trouva George trop jeune, il n'avait que 15 ans et doutait de ses compétences. Mais Paul insista. Lors d'une audition improvisée dans un bus, George joua la partie principale de Runchi, un instrumental rock, avec une précision impressionnante. John, sceptique au départ, fut forcé d'admettre que ce gamin avait du talent. George fut accepté dans le groupe, marquant le début de son aventure avec ce qui deviendrait les Beatles. À ce moment-là, il était le petit frère du trio, heureux de suivre l'exemple de John et Paul, avide de prouver sa valeur. Les Quarrymen évoluèrent, intégrant Ringo Starr plus tard, et sous la houlette de leur manager Brian Epstein, ils devinrent les Beatles en 1962. Mais dès ses débuts, une dynamique s'installa. John Lennon et Paul McCartney formaient un duo inséparable, une force créative dominante. Leur complicité, leur capacité à écrire des chansons ensemble et leur charisme naturel éclipsaient souvent George. Il était le guitariste soliste, un rôle crucial, mais ses contributions vocales ou créatives étaient limitées. Il apprenait, observait et contribuait avec enthousiasme, mais il était clair qu'il était en retrait par rapport à ses aînés. Pourtant, à ce stade, George ne ressentait pas encore de frustration. Il était reconnaissant d'être dans le groupe, excité par l'aventure qui s'ouvrait devant eux. Les Beatles étaient sur le point de conquérir le monde et George, avec sa guitare usée, était prêt à les suivre.
Cette période de camaraderie et d'innocence posa les bases de ce qui deviendrait une relation complexe. George admirait Paul, le voyait comme un mentor, presque un grand frère. Mais les graines d'une tension future étaient déjà là, invisibles dans l'euphorie des débuts. Alors que les Beatles s'apprêtaient à exploser sur la scène mondiale, George allait bientôt découvrir que faire partie d'un groupe légendaire venait avec un prix, celui de vivre dans l'ombre de deux géants. L'ombre de Lennon-McCartney et la montée de l'amertume. Lorsque la Beatlemania déferla sur le monde en 1963 et 1964, les Beatles devinrent un phénomène culturel sans précédent. Leurs concerts déclenchaient des émeutes, leurs chansons dominaient les classements, et leur image de jeunes garçons charmants de Liverpool captivait des millions de fans. Mais à l'intérieur du groupe, la dynamique évoluait, et pour George Harrison, le Beatle silencieux, cette période marqua le début d'une frustration croissante. Le surnom que la presse lui donna, le Beatle silencieux, était à la fois romantique et révélateur. Pour les médias, il soulignait son introversion et son calme. Mais pour ceux qui connaissaient le groupe, il reflétait une vérité plus pesante. George se sentait de plus en plus mis à l'écart. Au cœur de cette marginalisation se trouvait la domination créative de John Lennon et Paul McCartney. Les deux hommes, avec leur talent pour écrire des tubes accrocheurs et leur présence charismatique, étaient les moteurs du groupe. Ils écrivaient la majorité des chansons, répondaient aux interviews avec esprit et façonnaient l'identité publique des Beatles. George, quant à lui, était souvent relégué au second plan. En studio, il apportait ses idées, mais celles-ci étaient rarement prises au sérieux. Les albums des Beatles, comme Please Please Me ou A Hard Day's Night, étaient dominés par les compositions de Lennon-McCartney, et George se voyait attribuer une ou deux chansons par album, souvent comme une concession. Ses parties de guitare, pourtant essentielles au son du groupe, étaient fréquemment critiquées ou réarrangées, en particulier par Paul, dont le perfectionnisme commençait à peser. Malgré cela, dans les premières années, George restait admiratif. Il respectait l'esprit mordant de John et l'énergie débordante de Paul. Il voulait faire partie de leur cercle, et à bien des égards, il en faisait partie. Les Beatles partageaient une camaraderie forgée par des années de concerts dans des clubs enfumés de Hambourg et des tournées épuisantes. Mais sous la surface, des fissures commençaient à apparaître. Chaque fois qu'une chanson de George était rejetée ou qu'une de ses idées était ignorée, il sentait une pointe de frustration. Paul, en particulier, avait une tendance à prendre le contrôle en studio, corrigeant les solos de guitare de George ou suggérant des changements qui, bien qu'artistiquement valables, donnaient à George l'impression d'être un simple exécutant. Vers le milieu des années 1960, les Beatles évoluèrent. Ils n'étaient plus seulement les joyeux garçons de Liverpool chantant des chansons d'amour. Des albums comme Rubber Soul, 1965, et Revolver, 1966, montraient une maturité artistique, et George commença à s'affirmer comme compositeur. Des chansons comme If I Needed Someone et Taxman révélèrent une voix distinctive, différente des thèmes romantiques de Lennon-McCartney. Taxman, en particulier, était un coup de maître, une protestation mordante contre le système fiscal britannique, avec une pointe d'humour noir. John aida George à peaufiner quelques paroles, mais Paul, fidèle à son habitude, intervint pour diriger l'arrangement, ajoutant une basse complexe qui, bien que brillante, éclipsait parfois la vision de George. L'album SGT Pepper's Lonely Hearts Club Band, 1967, marqua un tournant. Cet album, largement porté par la vision de Paul, était un chef-d'œuvre conceptuel. Mais pour George, il souligna cruellement son isolement. Alors que Paul et John exploraient de nouvelles frontières musicales, George se tournait vers la spiritualité et la musique indienne. Il avait découvert le sitar en 1965 lors du tournage du film Help et s'était plongé dans l'étude de la musique classique indienne avec Ravi Shankar. Sa chanson Within You, Without You sur SGT Pepper était une audacieuse exploration de thèmes spirituels portés par des sonorités orientales. Mais en studio, George se sentit seul. Paul et John, bien que respectueux de son travail, ne s'impliquaient pas pleinement dans ses compositions, et George dut se battre pour que sa chanson soit incluse. Cette période marqua un changement dans la relation entre George et Paul. L'admiration que George avait autrefois pour Paul, le grand frère qu'il avait introduit dans le monde des Beatles, se transforma en ressentiment. Paul, avec son perfectionnisme et sa tendance à tout contrôler, donnait à George l'impression que ses contributions n'étaient jamais assez bonnes. Lors des sessions d'enregistrement, Paul corrigeait souvent les parties de guitare de George, allant parfois jusqu'à les jouer lui-même. Un incident notable eut lieu lors de l'enregistrement de Hey Jude en 1968. George voulait ajouter des riffs de guitare dans la coda finale, mais Paul insista pour garder l'espace libre, privilégiant une approche minimaliste. Pour George, ce n'était pas seulement une question musicale,
c'était une énième preuve qu'il était relégué au second plan. L'enregistrement du White Album, 1968, intensifia ces tensions. George apporta des compositions puissantes, comme Why My Guitar Gently Weeps, mais rencontra encore de la résistance. Frustré par l'indifférence de Paul et John, il invita son ami Eric Clapton à jouer le solo de guitare iconique de la chanson. La présence de Clapton força les autres Beatles à prendre la chanson au sérieux, mais pour George, c'était un rappel amer. Il devait faire appel à un extérieur pour être entendu dans son propre groupe. À ce stade, l'amertume de George envers Paul était palpable. Ce qui avait commencé comme une relation fraternelle s'était transformé en une lutte pour la reconnaissance, et George, le Beatle silencieux, commençait à sentir que son silence n'était pas un choix, mais une imposition. Le point de rupture est l'explosion créative de George. En janvier 1969, les Beatles se réunirent dans les studios de Twickenham pour travailler sur ce qui deviendrait Let It Be. Ce projet, largement porté par Paul McCartney, visait à ramener le groupe à ses racines. Des enregistrements en direct, sans overdub et peut-être même un concert public. Mais ce qui devait être une renaissance pour les Beatles ne fit que révéler à quel point le groupe était fracturé. Pour George Harrison, ces sessions marquèrent le point de rupture, un moment où son amertume envers Paul atteignit son paroxysme. Les sessions de Let It Be furent filmées, offrant un aperçu brut des tensions internes. John Lennon, de plus en plus absorbé par sa relation avec Yoko Ono, était souvent distrait. Ringo Starr restait en retrait, fidèle à son rôle de pacificateur. Paul, quant à lui, prenait les rênes, déterminé à faire avancer le projet. Mais son approche autoritaire dictant les arrangements, corrigeant les autres membres, exaspérait George. Lors d'une répétition pour Tour of US, Paul donna des instructions précises sur la façon dont George devait jouer sa partie de guitare. Excédé, George répondit avec une phrase devenue célèbre. « Je jouerai ce que tu veux, ou je ne jouerai rien du tout. Tout ce qui te fait plaisir, je le ferai. » Ces mots, prononcés calmement, étaient lourds de résignation. Ils révélaient des années de frustration accumulées, un sentiment d'être traité comme un musicien secondaire dans son propre groupe. Le 10 janvier 1969, George quitta le studio et annonça qu'il quittait les Beatles. Son journal intime ce jour-là était d'une simplicité glaçante. Lever, aller à Twickenham, quitter les Beatles, rentrer chez moi. Ce départ, bien que temporaire, fut un choc pour le groupe. George était absent pendant près de 2 semaines et les autres durent le supplier de revenir. Il accepta, mais à ses conditions. Pas de concert public et un déménagement dans les studios Apple, plus confortable. Mais le mal était fait. George avait atteint un point où il ne pouvait plus supporter d'être éclipsé, en particulier par Paul. Ironiquement, cette période de crise fut aussi celle où George produisit certaines de ses meilleures œuvres. Pendant les sessions de Let It Be et d'Abbey Road, 1969, il écrivit Something et Here Comes the Sun, 2 chansons qui devinrent des classiques. Something, une ballade d'amour d'une beauté intemporelle, fut saluée par Frank Sinatra comme la plus belle chanson d'amour jamais écrite. Mais même ce triomphe fut teinté d'amertume. George avait demandé à Paul de garder la ligne de bas simple pour laisser la mélodie respirer. Paul, fidèle à son style, joua une ligne complexe et mélodique, qui, bien que brillante, allait à l'encontre des souhaits de George. Pour les fans, c'était un chef-d'œuvre. Pour George, c'était une nouvelle preuve que Paul ne respectait pas sa vision. Lorsque les Beatles se séparèrent officiellement en 1970, George ne perdit pas de temps pour prouver sa valeur. En novembre de la même année, il sortit All Things Must Pass, un triple album monumental qui regroupait des chansons écrites pendant ces années Beatles, souvent rejetées par John et Paul. Des titres comme My Sweet Lord, What is Life et Isn't It a Pity révélèrent un talent brut, spirituel et profondément personnel. L'album fut un triomphe critique et commercial, montrant au monde que le Beatle silencieux avait toujours une voix puissante. Mais une chanson, Wah Wah, exprimait directement son ressentiment. Écrite le jour où il quitta les Beatles, elle était une métaphore de la frustration et du bruit étouffant qu'il ressentait en studio, en particulier face à Paul. Les paroles « You give me your Wah Wah, and I'm giving you mine » étaient un cri de libération, un moyen pour George de se défaire des chaînes de son rôle secondaire. Les années qui suivirent la séparation furent marquées par d'autres pics. En 1973, George écrivit Sume, Sioux Blues, une chanson inspirée par les batailles judiciaires qui suivirent la dissolution des Beatles. Paul avait intenté une action en justice pour mettre fin au partenariat commercial du groupe, une décision que George et les autres perçurent comme une trahison. Bien que juridiquement nécessaire, cette action raviva l'amertume de George. Sa femme d'alors, Pattie Boyd, décrivit combien George rentrait des sessions d'enregistrement furieux, surtout après des conflits avec Paul.
Ils se toléraient, mais je ne pense pas qu'ils se soient jamais vraiment aimés, confia-t-elle. Ces mots capturent la douleur d'une relation qui, autrefois fraternelle, était devenue toxique. Une paix fragile est l'héritage de George. Après la séparation des Beatles, George Harrison s'épanouit comme artiste solo, prouvant qu'il était bien plus qu'un simple troisième Beatle. Son album All Things Must Pass, 1970, resta un jalon dans l'histoire de la musique, et en 1971, il organisa le Concert for Bangladesh, le premier grand concert caritatif de l'histoire, réunissant des légendes comme Bob Dylan et Eric Clapton. Ce fut un moment de triomphe, montrant que George pouvait briller en dehors de l'ombre des Beatles. Mais même au sommet de son succès, son amertume envers Paul McCartney ne disparut jamais complètement. Dans les années 1970, George parla ouvertement de ses frustrations. Lors d'une interview en 1974 avec Alan Freeman, il confia que les années passées sous la direction de Paul l'avaient vidé de sa confiance en tant que guitariste. « Il m'a ruiné comme guitariste », dit-il, non pas avec colère, mais avec une honnêteté désarmante. Ce n'était pas une accusation de malveillance, mais un constat. Le perfectionnisme de Paul, son besoin de tout contrôler, avait laissé des cicatrices. George reconnaissait le talent de Paul, un excellent bassiste, disait-il, mais il trouvait son attitude écrasante. Il avoua même qu'il pourrait envisager de reformer un groupe avec John Lennon, mais jamais avec Paul. Les deux hommes suivirent des chemins séparés, construisant des carrières solo impressionnantes. George trouva une nouvelle liberté créative avec les Traveling Wilburys dans les années 1980, un super groupe où il collaborait avec des égaux comme Bob Dylan, Tom Petty et Roy Orbison. Là, il se sentait respecté, libéré des tensions qui avaient marqué les Beatles. Mais les blessures du passé refaisaient surface à chaque collaboration avec Paul. Lors du projet Anthologie dans les années 1990, les Beatles survivants se réunirent pour travailler sur des démos de John Lennon comme Free a Bird. En coulisses, les vieux schémas réapparurent. Le producteur Jeff Lynne nota que George levait les yeux au ciel chaque fois que Paul devenait trop directif. Paul lui-même admit plus tard, on s'agaçait mutuellement, mais on a tenu bon. À la fin des années 1990, George se retira progressivement de la vie publique, préférant passer du temps avec sa famille dans son domaine de Friar Park. En 1997, un diagnostic de cancer de la gorge bouleversa sa vie. Malgré une rémission temporaire, la maladie revint, et en 2001, George affrontait ses derniers jours. Dans une interview en ligne cette année-là, un fan lui demanda si Paul l'énervait encore. George répondit avec une citation élégante. « Ne scrute pas un ami à la loupe. Tu connais ses défauts, alors laisse passer ses faiblesses. » C'était typique de George, philosophique, mais avec une pointe de mordant. Pourtant, un dernier moment de grâce survint. En novembre 2001, alors que George était mourant, Paul lui rendit visite à New York. Leur rencontre fut simple, dénuée de la compétition qui avait marqué leur passé. Ils se tinrent la main, rirent et parlèrent de souvenirs absurdes. Paul décrivit cet instant comme un rêve, un retour à la simplicité de leur jeunesse. Lorsque George mourut le 29 novembre 2001, à 58 ans, ses derniers mots « Aimez-vous les uns les autres » furent un testament de paix. L'influence spirituelle de George et son impact sur sa musique. George Harrison n'était pas seulement un guitariste talentueux ou un compositeur en quête de reconnaissance. Il était aussi un chercheur spirituel dont la quête de sens a profondément façonné sa musique et sa vie. Au milieu des années 1960, alors que les Beatles atteignaient le sommet de leur gloire, George se sentait de plus en plus déconnecté de l'hystérie de la Beatlemania et des tensions internes du groupe, en particulier avec Paul McCartney. Cette période marqua le début de son exploration de la spiritualité, qui devint un refuge face à l'amertume qu'il ressentait en tant que Beatle silencieux. Son immersion dans la musique indienne et l'hindouisme ne fut pas seulement une évolution artistique, mais aussi une réponse à son sentiment d'isolement au sein du groupe. Tout commença en 1965, lors du tournage du film Help, lorsque George découvrit le sitar, un instrument indien qui allait changer sa vie. Fasciné par son son éthéré, il se plongea dans l'étude de la musique classique indienne sous la tutelle du maître Ravi Shankar. Cette rencontre ne fut pas seulement musicale. Elle ouvrit à George un monde de philosophie orientale, en particulier l'hindouisme et la méditation transcendantale. Pour George, la musique indienne offrait une profondeur émotionnelle et spirituelle absente des chansons pop des Beatles, souvent dominées par les thèmes romantiques de Lennon-McCartney. Sa première expérimentation majeure avec le sitar fut Norwegian Wood sur Rubber Soul, 1965, où il introduisit une touche exotique qui surprit ses camarades. Mais c'est avec Within You Without You sur SGT Pepper's Lonely Hearts Club Band, 1967, qu'il exprima pleinement sa vision. Cette chanson,
avec ses paroles inspirées par la philosophie védique et ses sonorités indiennes, était une déclaration audacieuse de son identité artistique. Cependant, cette exploration spirituelle accentua son sentiment d'isolement. En studio, George devait souvent se battre pour que ses chansons soient prises au sérieux. Paul McCartney, avec son approche pragmatique et son perfectionnisme, montrait peu d'intérêt pour les expérimentations de George. John Lennon, bien couvert à la spiritualité plus tard, était à l'époque plus concentré sur ses propres innovations. George se retrouvait seul à défendre ses idées, ce qui renforçait son ressentiment envers Paul, dont le contrôle créatif dominait les sessions d'enregistrement. Par exemple, lors de l'enregistrement de Within You Without You, George travailla presque exclusivement avec des musiciens indiens, car les autres Beatles participaient à peine. Cette solitude en studio reflétait une vérité plus profonde. George se sentait comme un étranger dans son propre groupe, un sentiment exacerbé par l'attitude directive de Paul. La spiritualité de George ne se limitait pas à la musique. En 1968, il convainquit les Beatles de participer à une retraite de méditation en Inde avec le Maharishi Mahesh Yogi. Pour George, ce voyage était une chance de s'éloigner de la pression de la Beatlemania et de se connecter à une vérité plus profonde. Mais l'expérience fut mitigée. Paul et John, bien qu'intrigués, ne s'immergèrent pas aussi pleinement que George dans la méditation. Paul, en particulier, voyait l'Inde comme une pause temporaire, tandis que pour George, c'était une transformation personnelle. Cette divergence d'approche creusa encore le fossé entre eux. George revint de l'Inde avec une vision plus claire de sa musique et de sa vie, mais aussi avec une frustration croissante face à l'incapacité de Paul à comprendre son cheminement. Cette quête spirituelle trouva son apogée dans la carrière solo de George. Après la séparation des Beatles, son album All Things Must Pass, 1970, fut imprégné de thèmes spirituels, avec des chansons comme My Sweet leur célébrant l'unité des religions à travers un mélange de gospel et de mantras hindous. Ce disque, qui fut un triomphe, montrait que George avait trouvé une voie unique, libérée des contraintes imposées par Paul et John. Pourtant, même dans ce moment de gloire, l'amertume persistait. Des chansons comme Wawa exprimaient non seulement sa frustration face à l'atmosphère étouffante des Beatles, mais aussi une pointe directe contre Paul, dont le perfectionnisme avait souvent étouffé la créativité de George. L'influence spirituelle de George ne se limita pas à sa musique. En 1971, il organisa le Concert for Bangladesh, un événement caritatif révolutionnaire pour aider les victimes de la guerre au Bangladesh. Ce projet, qui réunissait des stars comme Bob Dylan et Eric Clapton, montrait que George utilisait sa plateforme pour des causes plus grandes que lui. Mais même là, l'ombre de Paul planait. George ne l'invita pas à participer, un choix qui, bien que jamais expliqué publiquement, semblait refléter la tension persistante entre eux. Pour George, la spiritualité était un moyen de transcender les conflits, mais elle ne pouvait effacer complètement les cicatrices laissées par des années de marginalisation. En fin de compte, la quête spirituelle de George fut à la fois une libération et un rappel de son isolement. Elle lui permit de s'émanciper artistiquement, mais souligna aussi combien il se sentait incompris, en particulier par Paul. Cette tension, entre une recherche de paix intérieure et une frustration extérieure, devint une constante dans la vie de George, façonnant ses chansons et son rapport au monde. George et les autres Beatles, une dynamique complexe. Si la relation entre George Harrison et Paul McCartney fut marquée par une amertume croissante, les interactions de George avec les autres Beatles, John Lennon et Ringo Starr, ainsi qu'avec le groupe dans son ensemble, jouèrent un rôle crucial dans son expérience au sein des Beatles et dans son ressentiment envers Paul. George n'était pas seulement en compétition avec Paul. Il naviguait dans une dynamique complexe où chaque membre du groupe avait ses propres ambitions, insécurités et visions artistiques. Comprendre ces relations permet de mieux saisir pourquoi George se sentait souvent légué au second plan et comment cela alimenta sa frustration envers Paul, qu'il percevait comme le principal obstacle à son expression créative. Avec John Lennon, George partageait une relation ambivalente. Au début, John était le leader incontesté des Quarrymen, puis des Beatles. Plus âgé et charismatique, il intimidait George, qui le voyait comme une figure d'autorité. Mais à mesure que les Beatles évoluaient, leur lien se renforça, en partie grâce à des intérêts communs. John, comme George, s'intéressa à la spiritualité dans les années 1960, et les deux hommes partagèrent une fascination pour la méditation et la philosophie orientale. Lors du voyage en Inde en 1968, John s'impliqua davantage que Paul dans les enseignements du Maharishi, ce qui créa une connexion entre lui et George. Cependant, John avait ses propres luttes, sa dépendance croissante à Yoko Ono et son désintérêt pour les Beatles à la fin des années 1960 le rendaient distant. George appréciait l'esprit créatif de John,
mais il était frustré par son manque d'engagement lors des sessions d'enregistrement, notamment pour Let It Be. Cette absence de John laissa souvent Paul prendre le contrôle, ce qui intensifia les tensions avec George. Ringo Starr, en revanche, était le pacificateur du groupe. Sa personnalité affable et son humour désamorçaient souvent les conflits. George et Ringo partageaient une amitié sincère, renforcée par leur statut de membre secondaire face à la domination de Lennon McCartney. Ringo, comme George, se sentait parfois éclipsé, et les deux hommes se soutenaient mutuellement. Par exemple, lors des sessions de Let It Be, Ringo resta neutre lorsque George quitta le groupe, mais il fut l'un des premiers à l'encourager à revenir. Cependant, Ringo n'avait pas le poids créatif pour contrer l'influence de Paul, et George se retrouvait souvent seul face au perfectionnisme de McCartney. Cette dynamique renforça l'impression de George qu'il devait se battre pour être entendu, tandis que Ringo, plus conciliant, acceptait son rôle avec moins de résistance. La dynamique globale des Beatles était marquée par une tension entre collaboration et compétition. Les premières années, dans les clubs de Hambourg et lors des tournées mondiales, avaient forgé une camaraderie unique. Mais à mesure que le groupe devenait une machine à succès, les égos et les visions divergentes commencèrent à fracturer cette unité. Paul, avec son énergie inépuisable et son besoin de contrôler les arrangements, devint le catalyseur des frustrations de George. Par exemple, lors de l'enregistrement d'Abbey Road, 1969, George apporta Something et Here Comes the Sun, deux chansons acclamées. Mais même là, Paul insista pour ajouter une ligne de basse complexe à Something, contre les souhaits de George, qui voulait une approche plus épurée. Ces incidents, bien que mineurs en apparence, s'accumulaient, renforçant le sentiment de George d'être marginalisé. Un autre facteur clé fut la gestion du groupe par Brian Epstein, leur manager jusqu'à sa mort en 1967. Epstein avait su équilibrer les personnalités des Beatles, mais après son décès, Paul tenta de combler ce vide en prenant un rôle de leader. Cette transition exacerba les tensions, car George voyait Paul non plus comme un égal, mais comme un chef autoproclamé. John, de son côté, se désengageait, laissant Paul dominer les décisions créatives. Pour George, cette dynamique était étouffante. Il confia plus tard à des amis que les sessions d'enregistrement étaient devenues un champ de bataille, où ses idées étaient souvent ignorées au profit de celles de Paul. Cette complexité des relations au sein des Beatles montre que l'amertume de George envers Paul n'était pas isolée, elle était amplifiée par la structure même du groupe. George admirait John pour sa créativité, mais son désintérêt le frustrait. Il appréciait Ringo pour son soutien, mais celui-ci ne pouvait changer la dynamique. Paul, avec son perfectionnisme, devint la cible principale des frustrations de George, car il incarnait le contrôle que George cherchait à fuir. Cette tension, née dans les studios, allait se prolonger bien au-delà de la séparation des Beatles, façonnant la carrière solo de George et sa vision du monde. L'histoire de George Harrison est celle d'un homme discret dont le talent et la spiritualité ont changé le monde. Son amertume envers Paul McCartney, né d'années passées dans l'ombre, ne l'a jamais défini complètement. À travers des chansons comme Something, Here Comes the Sun et My Sweet Lord, George a prouvé qu'il était une force créative à part entière. Sa relation avec Paul, marquée par l'admiration, la frustration et finalement une réconciliation fragile, est un rappel que même les plus grandes amitiés peuvent être complexes. Pensez-vous que George a vraiment pardonné à Paul, ou les blessures étaient-elles trop profondes? Dites-le nous dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de nous avoir suivis dans ce voyage à travers la vie du Beatle silencieux.